Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc c'est un réel plaisir de pouvoir vous faire cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de No or Never, qui est une nouveauté de Ryan Laukat. Et c'est le troisième opus de la trilogie dans l'univers d'Arzium, qui sont donc le premier opus Above and Below, les royaumes du dessous, Nirenfar, les royaumes du lointain. Avec ça était sorti aussi une extension qui sont les mines d'Amble pour Nirenfar. Et dans l'univers aussi d'Arzium, un autre jeu des périples, toujours dans l'univers d'Arzium, mais avec quelque chose de beaucoup plus léger. Ici, cette vidéo, ça va être surtout de vous parler de No or Never, où j'ai eu la chance de pouvoir y jouer. Je vous en parle un petit peu plus en détail en retirant ces boîtes. Ici, pour vous montrer un petit peu la boîte et vous montrer le reste du matériel, voilà, là vous allez retrouver tout ça dans la boîte de No or Never. Bien sûr, à côté de cela, la boîte est pleine à craquer. J'ai encore tout ça que je ne vous ai pas présenté. Mais c'est un jeu, une nouvelle fois, qui va fonctionner avec des campagnes. On peut le jouer sans. Moi, j'y ai joué sans la campagne et c'est là-dessus que je vais vous présenter après derrière. Mais dedans, en fait, il y aura des campagnes avec des chapitres. Et on va avoir jusqu'à 6 chapitres pour pouvoir, du coup, faire ce jeu-là en plusieurs parties. En sachant que la petite particularité sur celui-ci, c'est qu'on a différents personnages dedans et chaque chapitre va être un peu asymétrique pour chaque personnage. Chaque personnage aura ses propres particularités. Donc, ce qui va changer un petit peu par rapport aux autres opus. Donc viendra se rajouter, pareil, une feuille pour pouvoir gérer la campagne, d'autres ressources qui vont être rentrées en jeu par rapport à la campagne, et on a aussi même carrément tout un tas, une nouvelle fois, de tuiles de renouvellement qui vont servir, parce que ce plateau-là est recto verso, on a un plateau underground qui permet en fait de rejouer encore et donner de la rejouabilité au jeu. Ici, je vais vous présenter surtout en quoi consiste en fait le jeu de base. À cela se rajoute aussi, hop, donc la règle du jeu. La règle du jeu en elle-même, elle est plutôt bien fichue, bien écrite. Donc il y a 28 pages. Là, ça explique après surtout tous les jetons tokens qu'on va retrouver dedans, les cartes, l'explication du mode solo, la particularité ici du mode histoire, la description de chaque lieu. Mais finalement, en termes de règles, vous avez vu, production de fin de jeu, c'est 17 pages, plutôt assez écrit en grand, donc et plutôt bien expliqué. Donc, en sachant que vous avez déjà 7 pages pour pouvoir juste ou moins la mise en place du jeu. Et puis, les plateaux pour l'ensemble des joueurs. Donc là, on a un plateau sur la partie standard et le plateau côté underground, comme je vous disais. Et on va avoir les personnages du jeu. Donc là, j'ai mis Namal en place, mais ici, donc il y a Alia, Yava, Markloun et Zek. Donc ils ont tous une petite aussi particularité et asymétrique, hein, ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs de départ et chacun a aussi son propre pouvoir. Pareil ici pour ces déplacements, ils ont chacun aussi leur particularité. Donc on démarre avec des personnages asymétriques. Une partie va se durer en tout 6 saisons, on va l'avoir ici. On va avoir 6 saisons et sur ces 6 saisons, on va pouvoir avoir la possibilité de recruter des spécialistes. On débute avec 2 spécialistes, on va pouvoir en recruter d'autres. On va pouvoir jouer ces spécialistes qu'on aura ici devant nous. On va pouvoir aussi déplacer son héros qui démarre ici au monument à travers l'univers d'Arzium pour pouvoir faire des recherches, combattre des monstres, visiter des lieux, remplir des quêtes. Et donc, comme je disais ici, comme visiter des lieux. Un tour va se terminer quand tous les joueurs auront donc passé, ils n'auront plus d'action à faire. À ce moment-là, on arrivera à une phase de production. Parce que dedans, en fait, on a un jeu qui est un jeu en city building aussi, parce que ici, on a la configuration pour un joueur. Donc, j'ai mon plateau personnel, qui est Namal, j'ai mes ressources de départ, mes compétences de départ, 2, je vous disais, spécialistes qui sont donnés, donc il y en a 8 dans la boîte, 8 dans la boîte, et il y en a 2 qui sont donnés au hasard à chaque joueur, sachant qu'il y en a un qui sert pour la construction, et un qui permet, en fait, de régénérer, en fait, du coup, de la vie. Le point de mouvement. Et ici, on a un plateau pour construire, parce que chacun va construire en fait sa ville, qui va être donc du coup ici à Monument. Pour cela, on a tous un lot de 28 bâtiments. On a tous les mêmes, on va juste les mélanger, on les répartit, on fait 5 lignes de 4 tuiles, comme cela. Donc ça sera comme ça pour tous les joueurs. À côté de ça, ici, on a un plateau central qui va permettre de pouvoir éventuellement récupérer des compétences supplémentaires. Donc il y en a de 2 types. Des villageois qu'on va retrouver dans le jeu, qu'on va essayer de mettre dans les bâtiments qu'on va construire, on va essayer du coup de venir y faire vivre des villageois.
un système de marché de revente de ressources. Et ici, je vous ai mis sur le plateau pour la partie campagne, mais quand vous jouez en mode juste one shot et faire juste une partie classique, vous mettez de l'autre côté, il n'y a pas cette piste ici de renommée. Le plateau central, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je vous disais, en fait, on va avoir des monstres. Il y a des numéros, il y a des numéros dessus. Donc, on met les monstres qui correspondent à leur numéro qu'il y a dessus. On en met un certain nombre suivant le nombre de joueurs. On va avoir 3 lieux qui sont toujours les mêmes, mais qui sont répartis d'une partie à une autre, qui sont mis au hasard. Des jetons de fouille, de recherche, qu'on va retrouver aussi avec des lettres qu'on va placer. Ici, on va avoir ici la tour des mineurs, ici, avec un ensemble de commandes qu'on peut aller chercher. Et on commence tous avec son personnage, comme je dis, à The Monument. Enfin, les spécialistes qu'on peut recruter, ils sont ici en bas. On va avoir dans le jeu des quêtes. Dans le jeu, on va pouvoir faire différents types de quêtes, des quêtes standards, des quêtes avancées, ou aussi des quêtes et des artefacts. On débute la partie avec 4 cartes standards et une carte avancée et une carte artefact. Sur ces 6 cartes, on va en garder 4 et on va en virer 2 qu'on mettra dans la défausse. Vous avez aussi, bien sûr, des cartes pour le mode solo. Enfin, le plateau individuel, comme je vous disais, où on va venir construire ces bâtiments. On a aussi les différentes ressources dans le jeu. Donc, il existe en tout 4 ressources différentes et une ressource au niveau de la connaissance, ici avec le livre, qui a race avancée sur cette piste-là. On a sur le côté les points de vie. Chaque personnage aussi a un certain nombre de points de vie. Le mana, qui est différent aussi d'un personnage à un autre. Et on a tous aussi un dé. Enfin, on va tous avoir des compétences propres à son personnage. Donc on en a 6, 3 en rouge et 3 en bleu, qu'on pourra du coup mettre sur son plateau à partir du moment qu'on aura suffisamment récupéré suffisamment d'expérience dans le jeu. Alors, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à son tour de jeu? À son tour de jeu, on va pouvoir utiliser le pouvoir d'un spécialiste. Pour pouvoir utiliser le pouvoir d'un spécialiste, on va payer son coût. Il y a toujours 2 valeurs. Là, si je veux utiliser ce spécialiste-là qui va me permettre de construire, je vais devoir payer 5 pièces pour pouvoir utiliser sa compétence. Une fois que je l'ai fait, je le retourne et du coup, je construis. Pourquoi il y a une valeur en dessous? Ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est qu'il y a quand même une interaction, c'est que ce bâtiment-là, enfin ce personnage-là, s'il était chez un autre joueur, je pourrais aller utiliser son spécialiste. Je paierai de nouvelle fois 5 pièces à la banque. Par contre, le propriétaire du spécialiste, lui, récupérait 3 pièces. Et on retourne. C'est-à-dire que lui, moi je l'ai utilisé, lui ne pourra plus l'utiliser. S'il va tout prix construire, il faudra qu'il aille récupérer un spécialiste chez un autre joueur, s'il n'en a pas d'autre. Donc ça, c'est la possibilité, c'est j'utilise le spécialiste que j'ai devant moi, je paye son coût, et j'applique ses pouvoirs. Donc là, par exemple, c'était construire. Construire, je vais pouvoir construire l'un des bâtiments que j'ai ici, dans ma réserve de bâtiments. Le premier bâtiment, vous allez pouvoir le construire qu'en prenant l'une des tuiles dans la bordure extérieure. Donc, vous choisissez celui que vous voulez sur l'extérieur. À partir du moment que vous l'avez choisi, hop, par exemple, je prends celui-ci. Il vaudra 3 pièces, donc j'ai payé 5, j'ai payé 3 pièces, et je viens de le placer sur n'importe quel emplacement de la ligne du bas. Et obligatoirement de la ligne du bas, c'est pour débuter. On voit que dessus que je vais récupérer ici un coquillage, donc ça me permet de monter de 1 sur le coquillage, et je vais venir positionner ma tuile. À partir de maintenant, je vais pouvoir construire un bâtiment où je veux, adjacent à un bâtiment déjà construit. Donc là, je pourrais construire ici, ici ou ici. Pour la prise des bâtiments, ici c'est pareil, ça va être très important de faire le bon choix sur le premier bâtiment, puisqu'à partir de maintenant, je vais pouvoir prendre les bâtiments par rapport à l'espace vide qui vient d'être découvert. Donc là maintenant, je vais pouvoir construire ce bâtiment-là ou ce bâtiment-là. Donc si lors d'un tour prochain, je viens construire celui-ci, là maintenant j'ai accès à celui-là, 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 celui-là. Les autres ne sont plus disponibles. Donc il va y avoir vraiment toute une phase un petit peu de programmation, de voir quel type de bâtiment on va vouloir construire dans le jeu, ça va être assez important. Pourquoi ça va être assez important? Parce que les bâtiments sont essentiels dans ce jeu. C'est l'un des seuls moyens de pouvoir produire des ressources. Et produire ces ressources sont tellement importantes parce que vous allez pouvoir les vendre au marché pour les convertir pour avoir de l'argent. Parce que l'argent est aussi très important dans le jeu. Vous en avez notamment besoin pour les spécialistes. Et pour faire d'autres actions aussi sur le plateau. Donc l'une des premières choses, j'utilise un de mes spécialistes, j'applique son pouvoir, je retourne, le pouvoir n'est plus disponible. Une des choses que je peux faire aussi sur le spécialiste, en bas du plateau, en bas de la tuile, vous avez toujours 2 cœurs ou une pièce. Je peux l'utiliser pour dire que je n'utilise pas du tout son pouvoir, je veux juste me régénérer de 2 points de vie, ou je veux juste prendre une pièce. Autre chose qu'on peut faire, c'est recruter un spécialiste. Même principe, on va avoir 4 spécialistes toujours disponibles. Je décide de prendre par exemple ce spécialiste-là. Pour pouvoir le recruter, il faut que je paye le double de sa valeur. Donc là, il vaut 1, donc il faudrait que je paye 2. Je paye mes 2 pièces.
Je le mets sur mon plateau si j'ai un emplacement disponible. Si j'ai pas d'emplacement disponible, je peux en enlever un que j'ai déjà activé ou un qui n'est pas encore activé, il sera retiré de la partie. Et maintenant, j'ai payé le double du coup et je l'active. Je vais pouvoir faire son pouvoir et le retourner. Celui-ci, par exemple, ça permet en fait de récupérer des compétences supplémentaires qu'il y a sur cette piste-là, sur ce plateau-là. Donc ici, je vais pouvoir récupérer, en dépensant 3, 6 ou 4, l'une de ces tuiles-là, ou 6, 6, 5 et 7, qui sont plus des tuiles défensives, passives, et ça, c'est le seulement quand vous allez faire des attaques. Par exemple, si je prends ici cette épée-là, je payerai les 6, je vais venir la positionner sur l'un de mes 4 emplacements rouges que j'ai sur mon plateau. Où je vais venir écraser. Donc en général, on vient écraser d'abord les pouvoirs les moins puissants. Ici, voilà, j'ai que 2 de frappe. Je vais le mettre dessus. J'expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, ce système-là. Mais là, du coup, j'ai quelque chose de beaucoup plus puissant maintenant qui donnerait 8 touches. Et avec un mana dépensé, 4 touches. Donc on pourrait potentiellement avoir 12 touches avec cette épée-là. Donc ça, c'est en ayant recruté. J'applique aussi ce pouvoir-là. Hop, et je l'active et je le retourne. Donc ça, c'est les actions des spécialistes. J'active celui-là, j'en recrute un. Systématiquement, on viendra remettre un personnage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi? C'est que je vais pouvoir déplacer mon héros. Donc le héros commence ici sur le plateau sur The Monument. Et derrière, pour pouvoir déplacer son héros, on va devoir utiliser nos jetons actions qu'on a là. Comme je vous disais, chaque joueur a aussi des mouvements, des points de mouvement différents. Donc là, j'ai 2, 3, 4. Donc je pourrais très bien donc du coup dire, je déplace celui-ci pour faire 2 mouvements. Je prends mon héros et je le déplace jusqu'à 2 mouvements. Une fois que j'ai déplacé mon héros, que j'arrive sur un lieu, je vais terminer mon action, j'ai la possibilité de jouer l'une des cartes quêtes que j'ai dans ma main. Donc si la carte quête remplit les conditions, à ce moment-là, par exemple ici, donc c'est la Scholar Tower, je suis bien dans le bon lieu. Pour pouvoir faire la quête, il faut que je dépense une expérience. Donc si j'avais le jeton expérience qu'il faut, je le dépense. Et ça me permet ici de gagner une pièce par carte quête que j'ai complétée, incluant celle-ci. Donc en général, on l'a fait un peu plus tard, mais ça permettrait éventuellement de gagner de l'argent. Et j'ai fait des points, j'ai réussi ma quête qui vaudra un point de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous arrivez dans un lieu, vous avez la possibilité de faire l'une de vos quêtes. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire quand vous vous arrêtez sur un lieu? Il y a 3 choses. Vous pouvez très bien faire l'action du lieu en question. Donc ici, ça serait de payer 3 pièces pour pouvoir monter et gagner de la connaissance et de monter 1 sur le livre. Et quand vous allez avoir des jetons ici de fouille, de recherche, il va falloir lancer le dé. Donc là, dans le mode arcade, hein, quand vous allez être dans le mode histoire, c'est différent. Mais là, vous lancez le dé. Et suivant la valeur du dé, donc c'est entre 1 et 4, vous allez prendre autant de points de dégâts. Donc ça veut dire que vous êtes fatigué à faire cette fouille. Donc là, je perdrai 2 points de vie. Hein, je me fatigue un petit peu, je descends à 15. Et je récupère ce jeton. Immédiatement, je le retourne et je regarde ce que j'ai gagné. Donc là, j'aurais gagné une nouvelle fois de la connaissance. En plus de cela, ce jeton, je le garde à côté de mon plateau et il me permettra d'avoir, lors de la phase de production, systématiquement une pièce à chaque tour. Troisième chose que je peux faire, c'est me déplacer et même arriver sur une case monstre. J'avais 2 points de déplacement tout à l'heure. Je peux très bien me dire, j'arrête ici et j'essaie de taper le monstre, ou je veux continuer mon déplacement. À ce moment-là, je perds 1 point de vie pour l'avoir ignoré. En fait, j'ai essayé de m'enfuir, donc je me suis un peu fatigué, je perds 1 point de vie. Idem, si j'avais 2 points de mouvement, je me déplace dans une montagne, je me fatigue, je perds 1 point de vie, et après, derrière, je vais aller sur le lieu pour essayer de combattre le monstre. Pour combattre un monstre, vous allez avoir dessus sa valeur, qui est sa valeur de points de vie, la valeur de dégâts qu'il va donner, et la récompense que vous allez récupérer. Donc là, par exemple, celui-ci, il aurait 8 points de vie et il me ferait 3 points de dégâts. C'est là que va servir le dé, et c'est là qu'on va regarder ici les compétences que vous allez avoir, plutôt pour la phase attaque, et plutôt ici pour passives, qui peuvent servir pour différentes actions, et notamment aussi de la défense. On va dire que j'avais récupéré en plus celui-ci, et que je vais faire une attaque. Je lance mon dé, je fais une nouvelle fois 2. 2, ça tombe pile poil sur le monstre, la compétence que j'avais augmentée, qui me permet de lui faire 8 dégâts, et pour 1 mana de plus, je peux lui faire 12. Sachant qu'il a 8 points de vie, j'ai même pas besoin de dépenser mon mana supplémentaire, je vais déjà fait la totalité des dégâts. Mais l'attaque est simultanée, c'est-à-dire que lui aussi, il vous tape. Donc moi, je vais perdre mes 3 points de vie automatiquement, et je vais prendre ce jeton-là, qu'on va ensuite défausser. Ça va me permettre de gagner un villageois, et de gagner 1 point d'expérience. Je prends 1 point d'expérience, et je vais prendre un villageois qui est disponible, ici sur le plateau général, de mon choix, et je vais pouvoir venir le positionner dans l'une des maisons
que j'ai déjà construit. Alors si j'ai pas construit une maison, je le mets sur le côté, il pourra venir plus tard hein, comme action gratuite. Mais là ici, pour chaque bâtiment construit, je peux accueillir un villageois. Si j'ai un bâtiment qui a aussi un lit, il peut accueillir un villageois de plus. Donc ici, je peux mettre jusqu'à 2 villageois, ici je peux en mettre un. Donc je pourrais commencer par exemple à dire, je le mets ici, celui-ci. La piste de villageois ici, elle, c'est la seule piste qui n'est pas remplie juste après l'avoir pris. On le laisse comme ça, on le laisse vide jusqu'à temps que tout soit pris. Ou, si un joueur souhaite perdre 2 points d'expérience, il pourra re-remplir les cases vides. Mais sinon, c'est seulement quand ça sera vide. Donc ça, c'est ce qu'on a fait quand j'ai combattu un monstre, on applique et on gagne les effets. Qu'est-ce qui se passe si, finalement, je suis en train de le combattre et je sais que je vais perdre et je veux m'arrêter là? Donc, on bat en retrait. Quand on bat en retrait, son tour est immédiatement terminé. On reste sur place. La tuile monstre reste là, elle regagne le maximum de ses points de vie, et on va gagner 1 point d'expérience en contrepartie, mais son tour est terminé, on n'aura pas fait grand chose en plus de perdre des points de vie. Ou, si on arrive carrément à 0, ben là c'est pareil, notre tour est terminé, on arrive à 0, et on gagne 1 point d'expérience, dans le cas où on fait un combat, et puis finalement on a perdu hein, sur le dernier zone de combat, on ne prendra pas la tuile, on gagnera 1 point d'expérience, et on reste sur place. Quand on a 0 point de vie, ça devient un peu plus compliqué, on a intérêt à avoir éventuellement des spécialistes en camp devant soi pour essayer de regagner un petit peu de points de vie. Voilà le principe, donc on a vu, on peut se déplacer pour combattre des monstres, on peut faire de la recherche, on peut visiter des lieux pour les activer, et en plus de cela, on pourra faire des quêtes. Et là, vous avez en fait toutes les actions que vous allez pouvoir faire dans le jeu, et le jeu en fait est assez riche parce qu'on a vraiment plein de possibilités, plein de choix à faire. Ce qui va être très important, comme je vous disais, c'est que une fois que tous les joueurs auront passé, on va assez vite se rendre compte que l'argent, on le dépense rapidement, parce que entre recruter des spécialistes, aller construire des bâtiments, qu'il faut payer en plus le coût du spécialiste, faire certaines actions qui, pareil ici, où on doit dépenser de l'argent, on est vite à court d'argent. Et quand on va arriver à la phase de production, et comme je vous dis que tout le monde aura passé, on va récupérer des ressources. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme ressources ? On va récupérer les ressources de chacun des bâtiments qu'on a construits. Dans le coin, en bas à gauche, là où il y a une sorte de bleu, de gris assez clair, on voit ce qu'on récupère. Donc là, si je gagnerai un marteau, et j'ai pris, moi, le bâtiment médical ici, qui me permet de regagner 5 points de vie. Hop, donc je regagne 5 points de vie. En plus de ça, j'avais fait un jeton recherche qui me permet de gagner une pièce. En plus de ça, j'ai accueilli un villageois qui me donne en fait donc cette fiole, là ici rouge. Donc je gagne aussi cette ressource-là. Ici, j'ai plus le nom de la ressource. Voilà comment on fait cette phase de production et qu'on récupère ces ressources. À côté de ça, dans le jeu, je ne vous en ai pas trop parlé, mais on va pouvoir dépenser du mana. Ici, par exemple, c'est lui, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Je peux dépenser un mana pour éviter tous les ennemis sur un tour. Donc là où je me déplace, où je devrais perdre des points de vie, je me déplace, je passe à travers, je dépense un mana, et je sais que pendant tout ce tour-ci, je ne vais pas perdre de points de vie. Il y en a d'autres qui vont permettre de donner des mouvements supplémentaires. Enfin, chacun a ses particularités. Donc là, quand on a utilisé ces manas ou pas, en tout cas, on vient refaire le plein lors de la phase de production. On va aussi remettre à 0 nos jetons actions, parce qu'une fois qu'on les a tous utilisés, qu'on a passé, du coup, on vient pouvoir les réactiver pour le prochain tour. On va aussi remettre face visible les spécialistes qu'on aura utilisés. Sachant qu'ici, je ne l'ai pas mis, mais il y en a toujours 4 de disponibles. Donc là, il y en a dispo dans la réserve. Et on va déplacer le marqueur sur la saison suivante. Bien sûr, on verra s'il y a un changement de premier joueur, puisque dedans, vous avez un jeton premier joueur qui fait, pour pouvoir le changer, hop, je ne l'ai pas là, il est ici, le jeton premier joueur. Pour qu'un joueur puisse passer premier joueur, il faut aller ici, du coup, à The Monument. On reprend le jeton premier joueur, on gagne 4 points de vie et on gagne une pièce. Au bout du 6e tour, on va d'abord remettre tout à 0 et dépenser et remettre dans la réserve tout l'argent qu'on avait. On n'a plus rien en début de partie. Puis, on fait cette phase de production. Et c'est là qu'on remonte un peu partout, qu'on regagne de l'argent. Toutes les ressources qu'on aura eues, c'est là qu'on va les convertir. Parce que ici, comme je vous ai parlé, il y avait le marché. Le marché, n'importe quand pendant la partie, c'est une façon de récupérer de l'argent n'importe quand pendant votre tour. Vous pouvez très bien dépenser vos ressources pour gagner de l'argent, c'est pour pouvoir faire vos différentes actions. Et vous avez aussi des combinaisons. Là, ici, si je vends un coquillage seul, ça vaut qu'une seule pièce. Si je vends 3 coquillages, ça vaut 5. Si je vends 2 marteaux et un coquillage, ça vaut 7. Voilà, donc vous avez ici un tableau de conversion pour les ressources. Donc fin de partie, on vire tout. Ensuite, on produit tout. Ensuite, du coup, on va pouvoir tout vendre pour gagner des points de victoire. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder aussi le nombre de lignes de bâtiments que vous avez remplis. Quand vous allez faire des lignes ici, sur la ligne du bas, là, ici, la deuxième ligne en partant du bas, vous faites 6 points de victoire. Si vous remplissez celle-là, 7 points de victoire. Si vous remplissez celle-là, vous faites 8 points de victoire.
Vous allez avoir la même chose pour les villageois. Les villageois ne vont jamais dans la maison. Vous les mettez sur la ligne d'avant, donc là vous savez que cette ligne-là pouvez en accueillir 2. Mais si j'ai récupéré à récupérer les 4 ressources différentes dans le jeu, et que j'ai fait à chaque fois les 4 villageois différents par ligne, je peux gagner 5, 5, 6, 7. On va gagner des points de victoire aussi sur les bâtiments. Il y a des bâtiments de fin de partie. De toute façon, tout ce qui est en vert, c'est des points de fin de partie. Donc là, par exemple, ce bâtiment-là, c'est 2 points de victoire par ressource de marteau qu'on va avoir. Donc ici, j'en aurai 1. Et puis tous les autres villageois ou autres bâtiments que j'ai avec ce truc-là me donneraient 2 points de victoire par symbole comme ça. Ensuite, on va aussi avoir les points de victoire pour toutes les quêtes que vous aurez complétées au fur et à mesure. Vous allez compléter différentes quêtes. Vous allez avoir la possibilité d'en récupérer d'autres, bien sûr, des quêtes. Donc ça va vous permettre du coup de gagner tous ces points de victoire là. Et on va aussi gagner des points de victoire pour des commandes complétées. Donc là c'est un des lieux qu'on peut aller visiter. Dedans on en prend 2. Et sur les 2 on n'en garde qu'une. Et ce lieu là par exemple c'est de devoir fournir les ressources. C'est une commande qu'on vous a passée. Donc ici je donne 4 pierres précieuses. Je pourrais gagner à un moment, n'importe comment pendant mon tour, 19 pièces. Et je le garde en fin de partie quand il est fait parce qu'il va me rapporter 2 points de victoire. Ici je donne 3 marteaux et 2 coquillages qui me donnent 13 pièces. Donc ça c'est pour les points de victoire, on peut gagner aussi ici. Donc toutes les points de victoire pour cette fin de partie, celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Donc le jeu est vraiment assez riche parce que je vous dis, moi j'ai même pas joué encore du tout au mode histoire qui va venir rajouter d'autres choses et qu'on va rentrer en mode campagne. Mais on a toujours plein de choix, il faut essayer d'un petit peu de programmer ses actions parce qu'on veut tellement faire plein de choses qu'on peut vite s'éparpiller. L'objectif c'est d'essayer d'optimiser en disant là je sais que je vais essayer de faire ça pour combattre le monstre ou d'aller sur tel lieu, d'essayer de programmer ses quêtes en disant j'ai telle quête qui est là-bas à l'autre bout, je vais peut-être le faire dans 2 tours parce qu'entre 2 je vais pouvoir faire ça, parce qu'en plus ça va me donner X points. Donc il faut vraiment essayer de calculer tout ça. La règle du jeu, je vous dis, est assez simple à prendre en main, mais on est quand même déjà pour des joueurs confirmés, on n'est pas dans du très gros jeu expert, mais on est vraiment pour joueurs confirmés au niveau de tous ces choix qu'on va pouvoir faire, sachant qu'il est annoncé 45 minutes par joueur, et on y est, les 45 minutes par joueur, parce qu'on est toujours en train d'essayer un petit peu de se retourner le cerveau sur des plans qui n'étaient pas prévus comme il faut, puisque quelqu'un va peut-être venir prendre en recherche le plan que vous souhaitez, ou aller enlever un monstre que vous avez envie d'aller voir. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer, des tuiles qu'on vous aura pris, ce qui fait qu'à votre tour de jeu, vous allez être un petit peu modifié. En général, sinon, pendant que les autres joueurs jouent, vous pouvez commencer déjà un petit peu à programmer ce que vous allez vouloir faire quand ça va être à votre tour, pour essayer justement de ne pas avoir trop de temps d'attente entre les joueurs. Et sur l'autre côté, on va se retrouver avec le Underground, avec complètement un autre plateau qui va venir changer avec d'autres monstres qui sont sûrement plus compliqués à voir avec des différents lieux, ce plateau-là qui va se retourner. Et puis après, quand vous rentrez en votre campagne, donc vous pouvez y mettre des feuilles, après vous faites des photocopies, vous pouvez faire plusieurs campagnes différentes. C'était donc une présentation de Now or Never. Je vous dis, j'espère que cette présentation vous aura donné envie. En tout cas, moi c'est pour ça que je refais même une vidéo, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Ça faisait longtemps que finalement un jeu ne m'avait pas emballé comme ça. Et donc je tenais vraiment à pouvoir venir vous le présenter sur la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, on est plus de 4000 maintenant sur la chaîne. Et puis je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.